Bonsoir à tous, nouvelle vidéo de Lilo ASM débrief. Nouveau débrief du match qui opposait l'AS Monaco à domicile contre le RC Lens. Donc on va pas faire de suspense, hein, vous le savez tous, un match qui s'est soldé par une défaite 4-1, une défaite qui aurait pu être beaucoup plus lourde, mais déjà 4-1 ça fait déjà très très mal dans les jambes et dans les têtes, surtout quand on sait que on a pour objectif assumé à chaque début de saison d'une qualification pour la Ligue des Champions. Ligue des Champions, comme vous le savez, sur laquelle on restait sur un succès 1-0 sur la pelouse de Bodø Glimt, l'équipe norvégienne qui est leader de son championnat. Un match qui n'a pour moi pas été abouti, mais un match qui était assez difficile avec des conditions climatiques assez fraîches, une équipe de Bodø Glimt qui a été très dominante. Pour autant, on a quand même gagné 1-0, des 3 points qui nous ont fait du bien dans cette course à la qualification en Ligue des Champions. Bon, c'est pas le sujet de ce soir. Le sujet de ce soir, ça reste bel et bien le match qui opposait l'AS Monaco à domicile face au RC Lens. J'aimerais commencer cette vidéo par remercier l'arbitre, par remercier l'arbitre de ce soir. L'arbitre de ce soir, il nous a clairement donné une leçon de vie. Une leçon de vie qui vise à apprendre que derrière toute main tendue se cache une grosse carotte. Dès qu'on vous donne quelque chose que vous n'avez pas mérité, qui tombe un peu du ciel, derrière, il y a une carotte qui suit. Un penalty accordé sur Folarin Balogun qui était plus que généreux, un penalty qu'on a amplement payé ce soir avec un carton rouge qui n'est absolument pas mérité, mais ça on va y revenir. Derrière, on peut également remercier Sébastien Pocognoli d'avoir invité le RC Lens à visiter les Champs-Élysées, puisque clairement notre défense était les Champs-Élysées, doublés du tapis rouge de Cannes. En clair, ce soir, rien n'allait. Rien n'allait. Un choix tactique résolument trop offensif, beaucoup trop offensif. Je pensais que Pocognoli savait où est-ce qu'il allait et avait besoin de temps pour imposer sa patte. Je pense plutôt que Pocognoli est perdu. Je pense qu'il ne sait pas du tout où il va. Et les changements répétés tactique, les changements répétés de choix de joueurs nous prouvent bien qu'il n'a pas trouvé sa formule, qu'il ne sait pas où il va et que peut-être même que tactiquement, il est dépassé. Je vais approfondir tout ça. On va pas perdre davantage de temps. Je pense que ce soir, on va être assez bref après avoir pris une correction, une fessée à la maison. On va être très bref et plein d'humilité. Donc, je vous propose qu'on commence de suite par l'analyse tactique du match. Donc, analyse tactique. Ce soir, l'AS Monaco de Sébastien Pocognoli nous a concocté une composition d'équipe, une animation tactique, je vais dire, plutôt inédite, que j'ai trouvé très déséquilibrée. Donc, nous avions dans les buts Philippe Keun en défense centrale. Donc, on avait déjà pour commencer un effectif, un système assez hybride basé avec 3 défenseurs, un récupérateur, 4 milieux de terrain offensifs et 2 attaquants. Donc nous avions dans les buts Philippe Keun. En défense, on avait Mohamed Salissou. Axe droit, on avait Thilo Kehrer. Axe gauche, on avait Caio Henrique. On avait un seul récupérateur qui était Mamadou Koulibaly. Devant Mamadou Koulibaly, nous avions 2 milieux offensifs qui étaient Marnez Saklious associé à Alexander Golovin. Sur les côtés, on retrouvait à gauche Kassoum Ouattara, à droite Jordan Tézé et devant, on avait Folarin Balogun associé à Mika Biret.
Comment vous dire? Comment vous dire que je sais que certains d'entre vous vont se cacher derrière l'erreur de relance de Thilo Kehrer qui a mis le RC Lens dans de bonnes dispositions pour commencer le match. Mais moi, j'ai envie de vous dire que cette erreur de relance, elle est symptomatique d'un problème d'animation tactique de l'équipe. Comment tu m'expliques que tu joues à 3 défenseurs et tout le reste, c'est en attaque? Donc à chaque fois que tes défenseurs ont le ballon, pour les ressorties de balles, on est en infériorité numérique que le nombre de joueurs que dispose le RC Lens pour presser. Donc, Thilo Kehrer, en soi, oui, vous pouvez me dire que si jamais il n'a pas de solution, il peut dégager devant. Sauf que le principe de jeu de Sébastien Poconoli sont clairs. Il veut une ressortie de balle propre, mais il ne donne pas les outils à ses défenseurs pour pouvoir ressortir proprement. Ça a été ça tout le match jusqu'au carton rouge, c'était ça. C'était, tu as tes 3 défenseurs, tu as Mamadou Koulibaly en seul et unique récupérateur qui du coup de facto n'a pas fait un bon match parce qu'il a été clairement mis en galère par son entraîneur. Et ensuite, sur la ligne beaucoup plus haute, tu as Marnes Akliouche, Alexander Golovin, Jordan Tézé, Kassoum Ouattara et tu as 2 attaquants qui ne te servent absolument à rien. À rien. Tu ne peux pas recevoir le RC Lens. Le RC Lens, ce n'est pas une équipe qui joue le maintien, c'est une équipe qui joue l'Europe, c'est une équipe qui est en forme, c'est une équipe qui a de bons résultats. Tu ne peux pas recevoir le RC Lens et jouer avec une animation offensive comme si tu jouais une équipe qui joue le maintien. Je suis désolé, à partir du moment où on arrivait tant bien que mal à trouver Mamadou Koulibaly, il y avait plus personne. On était étouffé par le pressing du RC Lens. Moi, je vais vous dire très honnêtement comment moi j'aurais joué. Comment moi j'aurais joué dans la philosophie de Sébastien Pocognoli et en tenant compte de l'état de forme des joueurs, des blessures, des problèmes d'effectifs qu'on rencontre. J'aurais tout simplement joué avec les 3 défenseurs qu'il a mis, c'est-à-dire Mohamed Salissou dans l'axe, axe gauche Caio Henrique, axe droit j'aurais mis Thilo Kehrer, j'aurais gardé 2 récupérateurs, j'aurais gardé Jordan Tézé avec Mamadou Koulibaly, j'aurais mis en espèce de milieu latéral, piston, ailier, tout ce que vous voulez, à droite, j'aurais mis Marnes Akliouche en faux pied, j'aurais mis à gauche Alexander Golovin sur le côté, et j'aurais joué juste devant eux avec les 2 milieux offensifs excentrés, ou 2 9 et demi, appelez ça comme vous voulez, j'aurais joué avec Ansu Fati associé à Takumi Minamino, faute de mieux, et en attaque, j'aurais surpris tout le monde. Je suis désolé. Balogun a eu sa chance, Mika Biret a eu sa chance. Quand est-ce qu'on donne la chance à Jordan Inikena? Moi, je pense que Jordan Inikena, c'est un jeune joueur qui les fois où il a été appelé à être titulaire n'a pas forcément été bon. Mais je pense que c'est un joueur que il va se faire bouger les 3-4 premiers matchs titulaires à Monaco. Mais au bout de 3-4 premiers matchs, ça deviendra un attaquant de référence, ça deviendra solide et ça te plantera un but à chaque match. Pour moi, il a le plus le profil que les 2 autres pour jouer dans ce type d'animation-là. Folarin Balogun. C'est un joueur qui est puissant, rapide, mais qui a un cruel manque de finesse technique. Il a un cruel manque de finesse technique. Il n'est pas adroit devant le but. Et je suis désolé, dans ses déplacements, il est toujours au duel avec le défenseur. Il n'a pas un déplacement intelligent au vu de ses capacités de vitesse. Il n'a pas un déplacement intelligent qui le fait se sortir du marquage. Il est systématiquement pris dans le marquage. Donc oui, moi personnellement, sur le système que j'aurais adopté, j'aurais testé Georges Nikena devant. J'aurais testé. Et puis de toute façon, je veux par exemple que dès lors qu'on prend le carton rouge, que la mi-temps arrive et qu'à la seconde période, Sébastien Pocognoli fait des ajustements en repassant Jordan Tézé avec Mamadou Koulibaly au milieu de terrain, etc. On a eu des phases de jeu beaucoup plus équilibrées. On a été beaucoup moins ouverts. On a posé même parfois des problèmes au RC Lens. Donc c'est dire que ce soir, c'est pas le RC Lens qui était trop fort, c'est pas le RC Lens qui était imbattable, c'est Sébastien Pocognoli qui a donné le match. Sébastien Pocognoli, comme on dit, tu as bouffé la feuille de match.
T'as offert la victoire au RC Lens, tant tu as sorti une équipe qui était beaucoup trop déséquilibrée sur un plan tactique pour pouvoir rivaliser avec les armes actuelles du RC Lens. Donc, je vais pas rentrer dans de longs débats parce que on n'a pas joué. Donc, je vais pas vous dire que l'approche de Sébastien Pocognoli, c'était ça, 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 que le fait de mettre deux attaquants devant, c'était pour avoir ça, 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 ça. Non, c'était un fiasco total. Du moment que tu n'arrives pas à passer le premier rideau de l'équipe adverse, tu ne joues pas, tu ne proposes rien. Moi, ce soir, je suis inquiet. Je suis inquiet parce que Sébastien Pocognoli, il vient succéder à 18h avec un système différent mais des principes de jeu équivalents. Sébastien Pocognoli, dans la continuité de à 18h, il nous propose un jeu beaucoup trop offensif en méprisant totalement l'équilibre de l'équipe. Alors, est-ce que je m'interroge, et vous allez me dire ça en commentaire, moi je m'interroge à savoir, est-ce que c'est une volonté assumée de la direction sportive de l'AS Monaco? Est-ce qu'on cherche absolument des entraîneurs résolument offensifs, quitte à mépriser tous les principes de base du football collectif? Parce que à 18h, souvent pratiquer un jeu où on pouvait se demander sérieusement quel était le but recherché. Aujourd'hui, Sébastien Pocognoli, la composition d'équipe qu'il fait ce soir contre le RC Lens, on peut aussi se demander quel est le but recherché, quelles sont les failles qu'il a identifiées au RC Lens pour pouvoir se permettre de jouer ainsi. Je me pose cruellement des questions. Je me pose des sérieuses interrogations sur notre capacité cette saison à se qualifier pour la Ligue des Champions en sortant des prestations comme ça. Je me pose également des sérieuses questions à savoir d'ici combien d'années le board de l'AS Monaco prévoit de nous faire regagner des titres. D'ici combien de temps l'AS Monaco va afficher un niveau de jeu assez cohérent pour venir titiller des clubs comme le Paris Saint-Germain, comme l'Olympique de Marseille peut-être cette saison, comme nos concurrents? Quand est-ce qu'on va pouvoir prétendre à un titre, soit sur la scène européenne, soit sur la scène nationale? Parce que je suis désolé, hein, on s'est caché derrière beaucoup trop d'excuses. Avant, on a sorti la carte de dire que oui, l'AS Monaco n'a pas de supporters. Mais je suis désolé, c'est statistiquement prouvé. On est une des équipes les mieux représentées sur tous nos déplacements à l'extérieur. On a dit que oui, il n'y a pas d'affluence au stade à la maison. Effectivement, on est loin d'une affluence comme à la Méno ou comme au Vélodrome, etc. Mais je suis désolé, ce soir, moi, derrière ma télé, j'ai vu des supporters. Donc nous, aujourd'hui, on est en train de faire le job. On est en train d'apporter notre soutien sans faille et sans faille à l'AS Monaco. Je suis désolé, le nombre d'abonnements sur les plateformes légales pour regarder le match de football, je pense pas que l'AS Monaco soit une des équipes les moins bien représentées à ce niveau-là. Donc la fanbase de l'AS Monaco, elle y est. Mais derrière, est-ce que la direction sportive respecte cette fanbase? Ça, je me le demande. Tu le vires à 18h, tu lui donnes un joli chèque pour lui dire au revoir et tu prends un Sébastien Pocognoli qui vient avec des mêmes principes de jeu que à 18h, qui vient et qui ne t'apporte aucune différence, aucune stabilité défensive. Il est juste omnubilé et attiré par le jeu résolument offensif. Maintenant, il y a d'autres choses sur lesquelles je m'intéresse. Expliquez-moi pourquoi, depuis l'arrivée de Sébastien Pocognoli, Ansu Fati est sur le banc. Est-ce qu'il a une gêne physique ou est-ce que Pocognoli ne compte pas sur lui? Parce que honnêtement, quand tu vois que le mercato de l'AS Monaco a tourné tout l'été derrière derrière la conclusion du transfert, ou du prêt plutôt, excusez-moi, de Ansu Fati, et que tu vois que c'est clairement ta recrue phare du mercato, puisque de toute façon c'est très simple, il n'y en a pas eu d'autres. Donc c'est ta recrue phare du mercato, et que ta recrue phare du mercato, tu ne la fais pas jouer, d'autant plus que c'est également ton meilleur buteur, et il ne joue pas. Il va falloir que Sébastien Pocognoli, il nous explique. Tu mets Ansu Fati sur le banc, tu as qui de mieux que Ansu Fati aujourd'hui?
Aujourd'hui, qui dans ton effectif tu as de mieux qu'Ansu Fati? Alors, est-ce qu'il y a un problème en interne? Est-ce qu'il y a une guerre d'ego? Ça, je vous laisse me le dire en commentaire. Et si quelqu'un a l'information, eh bien, qu'il me l'apporte, puisque je suis toujours friand de nouvelles informations. Donc pour moi, je pense que ce match-là n'est pas un match qui va rester dans les annales, mais du moins c'est un match à ne pas oublier pour bien garder en tête que l'AS Monaco n'est pour moi pas cette saison un prétendant à l'Europe. Je suis dur. En tant que supporter de cette équipe, je me dois d'être dur et je me dois surtout d'être réaliste. De ce que je vois aujourd'hui, je ne peux pas définir notre équipe comme prétendant à une qualification à l'Europe. Derrière, il y a des prétendants vraiment sérieux. Il y a des recrutements à côté qui ont été faits de manière réfléchie, de manière méticuleuse. Il y a des effectifs beaucoup plus étoffés que le nôtre. Nous, dès lors qu'on a 2, 3, 4 blessés, c'est fini. Il n'y a plus d'équipe, t'es bon pour aller prendre les jeunes du centre de formation et les faire jouer. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, n'hésitez pas à venir me le dire en commentaire. Mais pour moi, j'ai du mal à voir l'AS Monaco dans les 3 premiers cette année du championnat de Ligue 1. J'espère me tromper parce que je veux voir l'AS Monaco chaque année sur la scène européenne. Donc j'espère me tromper. Mais aujourd'hui, en tant que passionné de football et en tant que supporter réaliste, je ne vois pas l'AS Monaco finir dans les 3 premiers de la Ligue 1 cette saison. C'était tout pour mon analyse tactique du match. Dis-moi en commentaire si tu as pointé d'autres failles, d'autres défauts que je n'ai pas relevés ou dont je n'ai pas parlé. Je vous propose du coup, que nous passions aux notes de joueurs. Notes de joueurs. Donc, au niveau des notes de joueurs, je préfère vous dire que les notes vont être salées. Au vu de la prestation que j'ai vue ce soir, au vu du naufrage collectif que j'ai vu ce soir, les notes vont être salées. En même temps, je suis désolé, quand vous avez un coach qui vous abandonne, comme vous avez été abandonné ce soir, qui ne vous donne pas les outils pour performer et qui vous donne des consignes anti-productifs et anti-football, forcément, ça donne des prestations comme celle-là. Mais, quoi qu'il en soit, Philippe Keun, dans les buts, je vais te mettre la note de 3. Ce soir, bilan catastrophique pour toi. Tu encaisses 4 buts. 4 buts selon moi, sur lesquels tu ne peux rien faire. Mais en tant que gardien, tu es jugé sur ton bilan but encaissé, bilan clean sheet. Et aujourd'hui, ça fait 4 buts. Donc, c'est une note de 3 pour moi qui est amplement méritée et logique. Ensuite, Mohamed Salissou, juste devant toi, je vais pas lui mettre guère mieux. Je vais lui mettre la note de 2 parce que pour moi, c'est un match défensivement qui est absolument pas abouti, très 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 compliqué. Voilà, je te trouve je te trouve toujours sur un fil en fait, sur les duels 1 contre 1 au niveau avec un attaquant un peu qui a un peu de vivacité, etc. Je trouve que tu es toujours sur le fil. C'est soit une faute, soit t'es passé. Et quand tu es le dernier pilier de notre défense, je suis désolé, c'est intolérable. Thilo Kehrer, je vais également te mettre la note de 2. Je suis désolé, ta relance dans l'axe, elle est impardonnable. Si tu n'as pas de solution, un joueur de ce niveau et avec ton expérience, tu dois dégager devant. Surtout que tu fais cette erreur-là dans un moment où l'AS Monaco est pas forcément au mieux. Donc pour moi, c'est impardonnable. Je te mets la note de 2. Axe gauche, Caio Henrique, je te mets la note de 3. Un match qui pour moi non plus est pas abouti, défensivement très compliqué dans tes premières relances. Vraiment pas un match référence pour toi, je te mets la note de 3. Au milieu de terrain, Mamadou Koulibaly. Ben, Mamadou Koulibaly, tu sais que vous savez tous, hein, je me suis jamais caché. C'est mon chouchou. C'est vraiment ma révélation, ce joueur qui a su plus que dépanner en attendant la blessure de Denis Zakaria, la réathlétisation de Paul Pogba et
Et le retour de Lamine Camara, donc c'est un joueur qui a fait plus que dépanner, qui nous a sorti vraiment des prestations d'un niveau remarquable. Mais ce soir, tu es abandonné, tu as un coach qui t'a laissé tout seul à la récupération du ballon face à une équipe du RC Lens qui se projette à plusieurs. Donc ce soir, tu as fait ce que tu as pu, mais néanmoins, je vais te mettre la note de 4 parce que c'est un match vraiment pas abouti, aussi bien défensivement que dans tes projections offensives. Un match très très compliqué pour toi. À oublier, je ne doute pas que tu vas rebondir très rapidement, mais ce soir, c'est vraiment un match à oublier. Ensuite, sur les côtés, on avait Kassem Ouattara en piston, milieu latéral, voire même ailier gauche. C'est vraiment une position assez hybride sur les côtés. Donc, Kassem Ouattara, très très loin de ton rayonnement habituel. Pour moi, je pense que tu n'es pas encore dans la peau d'un titulaire. Tu es un joueur qui, ok, sur ces derniers matchs, nous a beaucoup apporté dans ta disponibilité offensive, mais pour moi, tu n'es pas encore un titulaire. Et on a besoin de jouer avec un joueur à ce poste-là, avec un peu plus de maturité, un peu plus de maîtrise dans son dernier geste. Ce soir, tu as été quasiment invisible, on ne t'a pas vu, on ne t'a pas trouvé. Je vais te mettre la note de 4. Match à oublier pour toi. Alors ensuite, nous avions droit. Côté droit, on avait Jordan Tézé. Jordan Tézé, un cruel manque de repères à ce poste. Peut-être par habitude d'avoir plus joué en tant que 6-8, en tant que milieu relayeur récupérateur. Euh, on sent que tu as manqué d'automatisme sur ce poste, mais en même temps, t'es pas aidé puisque tu as derrière toi qu'un seul milieu récupérateur au lieu de deux qui souvent nous permettent de gratter beaucoup plus de ballons au milieu de terrain et de nourrir davantage les joueurs de côté. Donc ce soir, ben, forcément, tu as été sevré de ballon comme Kassoum Ouattara. On a été cruellement étouffé par le RC Lens. Donc ce soir, je vais te mettre à toi aussi la note de 4. Pourquoi? Parce que je t'ai trouvé beaucoup plus intéressant quand tu es repassé au milieu de terrain, où tu nous as permis en fait de stopper l'hémorragie subie en première mi-temps et tu nous as permis de, 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 de stopper le naufrage collectif. Ensuite, devant toi, il y avait Marnès Akliouche et Alexander Golovin. Je vais commencer par toi, Golovin. Alexander Golovin, je ne vais pas me cacher derrière l'occasion que tu rates au bout de 3 minutes de jeu. Simplement que cette occasion-là, je pense que si tu la mets, on peut assister à un match totalement différent. Maintenant, vu l'animation tactique qu'avait proposé l'AS Monaco ce soir, je pense que même si tu pars avec un but d'avance sur ce match, tu finis quand même derrière avec une valise. Parce que tactiquement, on était beaucoup trop déséquilibré. Marquer les premiers aurait juste permis en fait de nous donner un espoir qu'on n'aurait pas pu concrétiser au vu de la pauvreté tactique de ce qui a été proposé par le coach Sébastien Pocognoli. En tout cas, Golovin, un match vraiment catastrophique de ta part. Je te mets la note de 3. Et encore vraiment, sur cette note de 3, je suis vraiment gentil parce que des occasions comme celle-là, un joueur de ton niveau, tu dois absolument pas rater ça. À côté de toi, Marnay Saklu, je vais lui mettre la note de 4. Un match très compliqué. Un match très compliqué. Tu es un joueur qui aime bien avoir de l'espace. Je pense aussi que jouer sur un côté, ça te manque, puisque tout le match, tu as été résolument attiré par ce côté droit. C'est d'où le fait que moi, je t'aurais plutôt mis en milieu latéral à droite et non pas à ce poste de 9,5 où justement, quand il y a deux attaquants comme ça devant toi, tu as beaucoup moins d'espace, tu as beaucoup moins la faculté de t'exprimer. Je t'aurais vraiment mis sur ce côté-là pour jouer en faux pied et pour venir dédoubler avec un 9,5 que moi j'aurais mis ou j'aurais mis Ansu Fati ou Minamino pour pouvoir créer des dédoublements. Ça aurait été beaucoup plus intéressant et ça t'aurait permis de te montrer davantage. Mais bon, ce soir, quoi qu'il en soit, tu n'as pas été aidé par ton coach. Mais quoi qu'il en soit, je te mets la note de 4. Devant Mika Biretz. Mika Biretz. Ben écoute, Mika Biretz, fidèle à lui-même, fidèle à lui-même. Il y en a certains parmi vous qui sont venus me dire en commentaire que oui, il est orphelin d'un Mbolo, il y avait un Mbolo qui faisait les efforts pour lui, etc., etc. Mais je suis désolé, quand tu recrutes Mika Biretz à Sturm Graz, il joue pas avec un Mbolo à Sturm Graz quand il marque ses buts. Aujourd'hui, Mbolo est parti, eh ben Mika Biretz, il faut t'en remettre. Il faut t'en remettre. Le mariage, c'est cool le temps que ça dure.
Quand il y a divorce, il y a divorce. Il faut s'en remettre à un moment donné. Il faut se relever. Mika Biret, il met plus un pied devant l'autre. Sébastien Pocognoli, il va venir nous essayer Mika Biret avec Folarin Balogun. Mais putain, mais appelle-le ton prédécesseur. Passe-lui un petit coup de fil à 18h. Il va te le dire il s'est pas déjà arraché les cheveux à tester ce duo qui n'a jamais fonctionné. Donc quoi? Parce que toi, t'es magicien, tu vas nous mettre un Mika Biret avec un Folarin Balogun et ça va fonctionner? Mika Biret, je suis désolé, euh, euh, j'ai du mal avec ses qualités intrinsèques de joueur. J'ai vraiment du mal avec ses qualités intrinsèques de joueur. Hors d'une surface de réparation et devant un gardien de but où là, il a un certain sang-froid. Hors de ça, je suis désolé, des qualités plus que douteuses. Des qualités de jeu à peine perceptibles, des qualités de prise de profondeur à peine perceptibles, des qualités de contre-attaquant à peine perceptibles. Franchement, sur le profil de Mika Biret, je suis sceptique. Je suis vraiment, vraiment très sceptique. Très sceptique. Et moi, je lui mets la note de 2 ce soir. À côté de lui, Folarin Balogun. Ben, Folarin Balogun, ce soir, tu n'as clairement pas été bon. Un carton rouge sur lequel que je vais pas prendre en compte sur ma notation parce que je pense qu'il est clairement pas mérité ce carton rouge. Tu as vraiment été malheureux sur ce carton rouge. Le seul point positif, c'est que tu nous marques un penalty. Donc, je vais te mettre la note de 4 ce soir. Mais vraiment, un match à oublier pour toi aussi. Je ne vais pas noter les remplaçants au vu du faible apport qu'ils ont eu. Je vais quand même juste noter le bémol du penalty raté par Ansu Fati. Non pas à une reprise, mais à deux reprises. Il rate le penalty, le gardien repousse et il se retrouve tout seul avec le but ouvert. Il rate encore sa volée. Je pense que Sébastien Poconoli ne le met pas aussi dans les meilleures conditions pour être en confiance. C'est déjà très déroutant pour un joueur qui vient d'arriver dans un club de voir l'entraîneur avec lequel il est arrivé se faire virer et le nouvel entraîneur ne lui donne pas de temps de jeu. C'est une situation plus que délicate pour un joueur en phase d'adaptation. Mais quoi qu'il en soit, prestation à oublier pour toi aussi. C'est tout pour la note de mes joueurs. Dis-moi en commentaire quelles sont les notes que toi tu as attribuées aux joueurs de l'AS Monaco ce soir. Euh, euh, je ne vais pas m'attarder plus sur la notation des joueurs, des notes qui sont dures, mais des notes qui sont dures et proportionnelles à la déroute collective qu'on a vécue ce soir. Nous allons désormais passer au top flop de ce match. Top flop du match. Ben écoutez, top flop du match, c'est vraiment un exercice qui ce soir va être particulièrement difficile tant c'est très compliqué de sortir un joueur du lot dans ce collectif que j'ai vu ce soir. Je pense que ils ont tous foiré leur match de manière égale. Donc je vais commencer par les flops de ce soir. Donc en termes de flop, je vais mettre toi, Sébastien Pocognoli, parce que un choix tactique qui est incompréhensif, une animation d'équipe incompréhensif. J'ai beau regarder dans tous les sens les failles de jeu qu'il pouvait y avoir dans cette équipe du RC Lens. Il n'y a aucune faille qui a pu être relevée qui justifie une animation tactique comme celle-là. Donc désolé, mais pour moi, tu es clairement flop sur ce match. Ensuite, le deuxième flop, c'est que ben, je vais mettre le 11 entrant de l'AS Monaco comme flop de ce match. Un total flop, mais vraiment complètement. Un manque de solution, il manque d'inventivité, il manque d'inspiration. Donc le 11 de l'AS Monaco en flop. Et troisième flop, je vais mettre particulièrement Thilo Kehrer, qui pour moi la relance dans l'axe est impardonnable, la relance dans l'axe. Donc au niveau des flops, j'aurais pu en mettre plus, hein. J'aurais pu mettre Golovin au vu de l'occasion ratée au bout de 3 minutes de jeu et au vu de son manque d'inspiration ce soir. Mais honnêtement, désigner un flop plutôt qu'un autre, alors que toute l'équipe globalement a été flop, ce serait pas forcément logique. Au niveau des tops, je n'en note aucun. Je note pas de top dans les 11 joueurs entrants parce que tu peux pas dégager un top quand ton équipe perd 4-1 le match. Mais par contre, ce que je vais relever de top, c'est le retour de blessure de Denis Zakaria qu'on a pu voir sur le terrain. On espère que tu vas plus te blesser et retrouver des jambes parce qu'on a cruellement besoin de toi. On va aussi noter en top le retour de Eric Dyer qui était sur le banc, peut-être pas encore prêt à jouer, mais quoi qu'il en soit,
il est de retour. Donc c'est vraiment le seul top que je relève ce soir au niveau de l'AS Monaco. Et je vais aussi relever en top, comme souvent, la participation des supporters de l'AS Monaco. J'ai vu du monde au stade. Je vois que les gens ont profité du long week-end. Sûrement que certains vont faire le pont pour pouvoir aller au stade, encourager le joueur de l'AS Monaco qui ne vous l'ont pas rendu ce soir. Mais en tout cas, moi, je vous mets top. On a besoin de supporters comme vous. On a besoin de supporters qui peuvent prendre le temps de se déplacer. Et donc, j'encourage ça. Merci à vous de jouer le jeu et d'aller encourager notre équipe de l'AS Monaco. C'est tout pour mes top flops de ce match. Je vous laisse me dire en commentaire quels sont vos top flops à vous. Et je vous propose qu'on passe à la préparation du prochain adversaire de l'AS Monaco. Prochain match de l'AS Monaco, donc prochain match le 22 novembre, un déplacement sur la pelouse de Rennes. Donc un déplacement qui va s'avérer pour nous très très compliqué au vu de notre forme actuelle du moment, au vu du fait que on a cruellement besoin d'une prestation référence en Ligue 1 pour pouvoir relancer la machine, la machine et pour pouvoir prétendre, même si je n'y crois pas, à une qualification en Ligue des Champions à la fin de la saison. Ça va être un déplacement compliqué. Pourquoi? Parce que déjà, on a un Habib Beye qui est en sursis, un Habib Beye qui a failli être limogé par le club de Rennes, un Habib Beye autour duquel je pense qu'il y a comme une union sacrée de ces joueurs. On va également retrouver un Brel Embolo qui est un joueur qui va être un brin revanchard contre nous. C'est un joueur qui a toutes les qualités physiques et techniques pour pouvoir mettre en difficulté cette défense de l'AS Monaco qu'on voit depuis quelques matchs, qui est quand même plus que friable, qui manque cruellement de vitesse et qui manque cruellement d'impact dans les duels. Dans les duels, faut pas oublier que derrière ce Brelin Bolo, il y a quand même des joueurs avec une adresse technique dans l'effectif de Rennes qui peuvent vraiment nous mettre en difficulté dans le jeu de transition et dans la recherche de passes qui cassent des lignes. Donc c'est vraiment un déplacement qui m'inquiète. Je pense que au vu de ce qu'on a vu ce soir, vraiment, on part pas favori là-bas. Je pense pas qu'on parte favori là-bas, même si les beatmakers diront autre chose, même si les matchmakers, pardon, diront autre chose. Je pense pas qu'on parte favori là-bas. Maintenant, on va quand même espérer une victoire de l'AS Monaco, d'autant plus que après ça, on a un calendrier qui est vraiment pas facile, hein. On va aller se déplacer à Paphos en Ligue des Champions. Paphos, ça peut sembler un déplacement facile, mais je pense que c'est un déplacement plus périlleux qu'il n'y paraît. Après ça, on va quand même se déplacer au Paris Saint-Germain, où là, clairement, on va recevoir le Paris Saint-Germain, pardon, où là, clairement, ça va être un match encore des plus compliqués. Ensuite, il y aura un déplacement à Brest, une réception de Galatasaray. Donc, un calendrier pas facile, des retours de blessures à point nommé, mais néanmoins, je suis très très fébrile quant au déplacement sur la pelouse de Rennes. Donc, pour moi, le joueur identifié comme joueur à surveiller, ce sera Brelin Bolo, parce que Brelin Bolo est un joueur qui a vécu dans cet effectif pendant un certain temps. C'est un joueur qui nous connaît, c'est un joueur qui connaît nos failles, qui connaît nos faiblesses. Donc, c'est pour moi clairement le principal danger de la rencontre contre Rennes. Donc c'est tout pour le débrief, pour mon débrief de ce soir. Vous étiez bien sur la chaîne Lilo ASM Débrief. N'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche